Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Wake ici pour le Tailgate, l'émission spéciale ELF des équipes de The Playoff avec un invité aujourd'hui, une émission un peu spéciale encore une fois puisque Flav est en vacances, il est dans le Loiret en train de se la couler douce. Et donc du coup je reprends l'émission, moi qui suis même en vacances en Guadeloupe, mais c'est pas grave hein, parce qu'il faut quand même faire tourner la boutique comme dirait l'autre. Et je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane de l'After Foutu. Comment tu vas Steph? Eh ben, bonsoir tout le monde. Déjà, je vais très bien. Je te remercie, mon Wek. Je vois bien que toi, tu es en train de bien de profiter aussi, hein, malheureusement. Hein. On essaye, on Alors, essaye. tout le monde, ça va très bien. Je te remercie. Salut, Et mon en jeu. plus, surtout qu'ici, en plus, il est 15h30. Oh, putain, Donc, on est en plein magnifique. après-midi. Je sais que, voilà, vont nous écouter à 21h30. Donc, je sais qu'il est un peu plus tard chez vous, mais c'est comme ça. Hein. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et si vous n'êtes pas content, prenez un billet et venez en Guadeloupe. Et donc, nous sommes accompagnés en plus de notre jus national, jus de Spring Football News. Comment tu vas, Jus? Salut tout le monde, content encore une fois d'être avec vous. Salut Stéphane. Salut, mon jeu. Oui, on va débriefer ce match d'hier qui a opposé nos mousquetaires aux Vikings de Vienne. Alors, avant, petite chose pour ceux qui vont être dans le live, voilà, on ne me voit pas parce que la caméra n'est pas bonne, enfin l'éclairage plutôt n'est pas bon dans ma chambre. Hein, je suis dans ma chambre de l'époque où j'étais ado et l'éclairage n'est pas ouf. Hein, Déjà, tu es là pendant tes vacances, donc on va pardonner. C'est ça, et sachant que si j'ouvre la fenêtre, vous allez entendre les bruits extérieurs, donc des coqs, des poules, de tous les animaux vivants dans cette belle île qu'est la Guadeloupe, bien évidemment. On fait un petit salut dans le chat à Thibaut. Thibaut, il nous écoute pas du Canada, Thibaut, sur un malentendu. Ouais, c'est bien. C'est le Thibaut du Discord de The Player. Ouais, je crois bien que c'est lui. Ouais. Il fait un petit il est pas la même heure que chez toi, lui. C'est pas 6 heures de moins là-bas. Oui, ça doit être le même. Aussi, oui. Tout à fait. Il est sur le même fuseau horaire que moi, donc il est bien en ce 14 juillet, hein, fête nationale ici en France. Salut à tous les Québécois qui suivent le LF. Salut à tous les Québécois qui suivent le LF, en effet. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, défaite des Mousquetaires 40-33 dans un match qui a été serré de bout en bout. Dans un match où Paris a eu l'avantage à 5 minutes de la fin. Mais Paris n'a pas su tenir le score et s'incline. Qu'est-ce que tu retiens du match, toi, Stéphane? On va commencer par toi. Des occasions manquées, en fait. C'est beaucoup de regrets. Je pense que les mecs, tu peux pas, tu ne peux qu'avoir des regrets. Alors oui, certes, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir dans la confrontation qui a eu lieu l'année dernière pour les playoffs. Ça, c'est clair et net. On voit qu'il y a le groupe step up, mais tu peux pas sortir satisfait du match. Enfin, vu comment il s'est déroulé, tu dois le gagner ce match-là. C'est pour toi, c'est pas une défaite. Comment on dit ça? Comment on dit? Une défaite encourageante. C'est parce que tu peux avoir que des regrets. Et quand tu as des regrets, de dire. Alors, il y a des points positifs. Hein, ça ne veut pas dire que dans le contenu, il n'y a pas des choses qui se sont bien passées. Hein, mais je suis désolé, tu prends 40 points déjà. Donc, pour la défense, il y a eu des bugs sur certaines actions. Hein, on l'a vu sur des couvertures, sur des plaquages manqués et des décisions difficilement compréhensibles. Pourtant, on convertit des quatrièmes tentatives. Matisse qui nous fait un field goal de 47 yards, c'est quand même pas rien. Et puis qu'il le passe largement. Tu vois qu'il a quand même un sacré coup de savate. Hein. Et je sais pas, à un moment donné, est-ce que c'est Anderson qui bug sur cette fameuse interception? On reparlera sûrement des détails après, des actions. Mais Et on va revenir sur la fin de match après. Bien. Ouais, mais l'analyse, beaucoup de regrets. Si je devais donner un mot, c'est regret. Et toi, Julien, t'en as pensé quoi quel est ton ressenti de ce match? Alors, je suis allé au match hier, donc déjà c'était une expérience sympa. Hein. C'était un match qui était vachement attendu sur le calendrier. Et puis là, j'ai remarqué le match une deuxième fois là pour faire les highlights. Donc j'ai vu aussi d'autres détails. Hein. C'est vachement bien de l'analyser de deux points de vue différents, notamment pour review un peu mieux certaines décisions arbitrales. Au final, je pense que les deux équipes c'était un match physique, donc c'était aussi un match, je pense, compliqué pour les arbitres qui n'ont pas l'habitude de faire de l'arbitrage sur des matchs comme ça tout au long de la saison. Il y a des choses on peut leur reprocher, d'autres non. Mais globalement, ouais, que je serais comme Stéphane, David, c'est des déceptions. C'est un match qui était en tour en rouge sur le calendrier. C'était attendu que c'était
pour moi encore un plus gros test que le Rainfire, vu que les Vikings avaient encore step up dans la construction de leur roster et eux ont pareil un but très précis, c'est d'aller gagner une nouvelle fois une bague. Mais là, oui, ça se joue sur des détails, il y a des erreurs. On peut y revenir beaucoup, j'ai noté pas mal de choses, mais autant sur des fautes un peu bêtes que des manques dans le short passing game. Enfin, on y reviendra, mais ouais, ça passe de peu, mais c'était un bon match. Pour moi, c'est un des top 3 matchs de l'année. Et en dehors du résultat, je pense qu'on peut être content de voir que franchement le football en Europe, il atteint des niveaux comme ça. Je pense que là, de Mario Davis, là, on le rappelle, il y avait des Saints qui étaient là et de Mario Davis. Je pense qu'il a quand même dû aimer un spectacle comme ça, quoi, avec des super passes pour Mitchell, pareil du côté Vikings et tout, quoi. Sachant qu'il faut rappeler que les Vikings, ce n'est pas n'importe qui. Tu l'as dit, ils sont à la quête d'une deuxième bague parce que, pour rappel, les Vikings ont remporté le LF en 2022. Ils sont champions LF en 2022. Demi-finaliste en 2023 et finaliste l'an dernier. Donc, c'est pas n'importe qui qu'on a rencontré. On a rencontré, et vous me direz, messieurs, votre avis, la meilleure équipe européenne, toute compétition confondue. Oui. Je pense effectivement qu'ils sont. Alors, ce qui d'ailleurs n'explique pas leur faux pas contre le Fire. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé contre le Fire parce que quand tu les vois jouer comme ça, ils ont joué hier, et des deux côtés. Mais alors, les contre le Fire, je vais t'expliquer ce qui se passe. Contre le Fire, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils donnent le match au Fire. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un punt complètement raté, c'est-à-dire que le ballon il passe au-dessus de la tête du punter, c'est récupéré par Darius, enfin, le punter qui essaie de kicker la balle, un peu comme l'a fait le gars des Mercenaries, et ensuite c'est Darius Nash qui récupère et qui marque. Donc ça fait un TD. Et en plus, derrière, quand ils sont sur le point de scorer, en tout cas de driver, il y a un sac fumble retourné pour un touchdown. Donc, tu as 14 points qui sont donnés comme ça à la défense du Fire. Et au final, ils perdent de 2 points. Mais en plus, oui, pas de 2 points, mais ils perdent de 5 points. Enfin, je crois que Stéphane, il parlait du match au week-end du Paris contre le Fire. Mais non, oui, il parle de la défaite des Vikings contre le Fire. Mais oui, c'est pareil. Je pense que c'était une grosse surprise. Mais en plus, tu vois, c'était justement une période où les Vikings, je trouvais qu'ils avaient pas mal de petites erreurs. La O-line n'était pas encore, on va dire, perfectionniste au niveau de l'année dernière. La défense manquait certaines aussi actions clutch, mais surtout Kari Pajarinen, je crois qu'à ce moment il est parvenu. Il y a Yannick Mayer aussi, ouais, il est pas là. Donc tu vois, ils jouent avec quand même deux armes très intéressantes de leur côté en moins. Et là, pour moi, sur le match là d'hier à Paris, je me suis dit c'est le retour de Pajarinen. Enfin, Pajarinen a déjà joué la semaine dernière. Et Yannick Mayer aussi, mais en fait, bon, ils reviennent d'injury reserve depuis 2 matchs. Et je me dis, putain, on n'a pas trop de tape sur eux au final sur cette saison. Et s'ils veulent les Vikings, soit ils font un peu des trucs, ce bot secrète avec les deux. Bon, après, Pajarinen, tu sais, qui fait un très très bon running back, un top running de la ligue. Tout comme Yannick Mayer, qui est. Voilà, qui est très fort. Et là, il nous a fait super mal. Tu vois, je m'attendais justement à des trucs, et c'est ce qu'ils ont fait. Yannick Mayer nous a complètement surpris sur ce match-là. Tout à fait. Après, surpris. Oui et non. Alors, c'est pour ceux qui ne suivent pas le LF, sont surpris du niveau peut-être de Yannick Mayer, mais il faut savoir que Yannick Mayer, c'est un ancien du Surge qu'on a rencontré lors de la première saison, de la saison inaugurale des Mousquetaires, du coup, il y a 2 ans, et qui nous avait déjà, il était associé à Louis Gaillère, et il nous avait déjà fait du mal à l'époque, si on s'en souvient, déjà à Jean-Bouin, lors du premier match à Jean-Bouin de l'histoire des Mousquetaires. Donc Yannick Mayer, c'est pas n'importe qui, mais c'est le meilleur receveur autrichien. Oui, ça, je pense sans aucun problème. Oui, sachant que c'est le receveur 3 chez les Vikings. Parce que tu as d'abord Rhys Horn, qui est l'un des top receveurs européens, toute nationalité confondue. C'est un Américain qui joue en Europe. Ouais. C'est ça, tout à fait. C'est un Américain qui joue en Europe, qui a fait des camps NFL, qui a joué en USFL, etc. Et ensuite, on a Noah Touré qui a été rookie de l'année l'an dernier. Noah Touré qui est italien, autrichien, bref, un des deux. Et ensuite, Yannick Mayer. Enfin bref, c'est compliqué de. Et t'as Florian Bierbaumer derrière en Titan. Et t'as Florian Bierbaumer en Demir Titan de la Ligue. Et t'as Kari Pajarinen en running back. Donc, comme je disais dans ma preview, t'as énormément d'armes offensives, sans compter Ben Holmes, même si qui a été un peu plus en difficulté parfois dans le match. Il y a quand même Ben Holmes qui est un des très très bons QB en Europe. Donc oui, c'est une équipe qui était compliquée, c'était pas n'importe qui. Je vais vous montrer le message ici, on va en parler, de Grislam qui nous dit trop d'erreurs
de Paris. Donc, selon vous, la question, c'est la suivante. Est-ce que Paris a perdu le match ou est-ce que Vienne a mérité sa victoire? Ouais, c'est difficile, Vas-y, ça. vas-y, Jules, je te fais une passe décisive, débrouille-toi avec ça. Ouais, vas-y, je catch. Ah, je l'attrape. Non, mais en fait, franchement, c'est ça qui est vachement intéressant. Là, c'est qu'on a des matchs, je pense, les plus intéressants justement de la saison, intéressants à regarder, intéressants à décrypter, parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est aussi franchement un duel de coaching staff. On a deux meilleures des organisations de la ligue. C'est un match où justement il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Moi je trouve quand même que sur 3 quarts-temps, on arrive à les coller. Justement, Grislam là, ou quelqu'un dans le chat dit que l'attaque des Vikings ça déroule, et c'est le cas. Il y a 25-25 à la fin du 3e quart-temps. Heureusement, justement, les Vikings, eux, ils ratent 2 extra points et je crois un field goal. Donc tu vois, en plus, on a de la chance justement de pouvoir être encore à égalité à la fin du 3e quart-temps. Et en fait, ça va jouer un peu sur des détails. Comme je disais avant, on peut revenir sur l'arbitrage, mais on prend avec au final ce que les arbitres envoient. Il y a des holdings, il y a une offensive passe interférence. Je l'accorde, j'ai revu tout à l'heure, je crois qu'elle est sifflée sur mon goût. C'est très juste pour moi, il y a pas à siffler au pays à ce moment-là. Au final, je trouve. Vas-y, T'as Stéphane. la 15 yards, t'as la faute personnelle aussi Ouais, sur. t'as la faute. C'est Dylan, je crois qu'il a fait. C'est pas. Je crois que c'est Gangomis, ouais, quand t'as C'est Ben Holmes. Dylan qui l'a fait, je crois. Ben Holmes fait peut-être 3 courses dans le match, et à un moment, il fait une course de 9 Elle est yards. sévère parce qu'il est dans le mouvement. Ils sont dans le mouvement les deux, tu sens qu'ils vont rentrer en collision, et ils trottinent en sideline. Mais le truc, c'est que c'est côté sideline Vikings, et tous les coachs pointent le fait qu'ils ont cru qu'ils lui ont fait un croche-pied. Donc en fait, les arbitres, ils disent oh là là, il vient de se passer un truc, et vas-y, on le siffle là, tu vois. Même s'il y a eu quelques reviews aussi sur certaines fautes, globalement les arbitres, je pense, comme je disais, au final, c'est t'as plus de matchs un peu purges en ce moment que de gros matchs. Donc quand t'as des gros matchs comme ça où il va falloir siffler des trucs d'un certain niveau d'arbitral, disons, ils sont pas dans le rythme. Ils sont pas dans le rythme aussi, tu vois. Tu les sens un peu. Tu vois, quand tu as les phases un peu no huddle, que les chaînes doivent bouger vite, les phases 2-minute warning, tu sens que, à mon avis, l'arbitrage est sous pression aussi quand il y a des matchs comme ça. Et c'est aussi un des aspects on espère que le LF continuera à se développer. Je le disais dans notre podcast, ils recrutent, ils forment des mecs, mais encore que sur des matchs comme ça, on peut constater encore pas mal d'erreurs. Et pour moi, dans le match, franchement, Paris a une très bonne attaque. La défense fait un job quand même assez fou contre le jeu au sol. Suleiman Karamoko et des Gangomis, ils arrivent quand même bien à arrêter le jeu au sol. Il y a des beaux plaquages pour perte et tout. Il y a une grosse pression quand même mise sur Ben Holmes en deuxième mi-temps. Paris, je trouvais aussi qu'ils avaient un peu de manque sur le jeu court. On cherchait beaucoup des jeux de 15-20 yards. Quand on fait un peu du passing game un peu plus court en fin de match, au final, on n'y arrive pas et on finit par faire une course et il faut punter. Ou alors, on a beaucoup tenté de jeux sur des 4e tentatives. C'est passé plusieurs fois, tant mieux. En fait, tant mieux, ce qui est Paris a proposé, ça a passé. Mais c'est le côté justement Vikings où ils ont un arsenal assez large et ils peuvent tout faire, quoi. Non, mais c'est clair. C'est clair, Voilà. ça s'est joué vraiment sur des. Alors les erreurs d'arbitrage, comme tu dis, Jus, moi j'ai pas vu tout le match, mais j'en ai vu certaines. Oui, il y en a. Il y a des holdings qui sont pas sifflés sur Paris Il y a et inversement. Qui fou. Mais et puis il y a un holding qui est sifflé sur un holding ou une passe. Non, holding qui est sifflé sur Idriss en première mi-temps, qui leur donne littéralement le touchdown en fait, qui marque en première mi-temps, un des touchdowns qui marque en première mi-temps, et un holding sifflé sur une 3e tentative. Il y a absolument rien. Il y a absolument rien. C'est très sévère, mais bon. Après, quand tu regardes bien, on a malgré tout le ballon pour tuer le match, littéralement à 5 minutes de la fin. Oui. On n'en fait rien. Derrière, il drive, il marque. Mais quand on regarde le match, tu l'as pointé, Jus, Vienne rate un field goal, 2 extra points. Donc ça fait 5 points. 5 points qu'il nous donne, entre guillemets. Mais avec ces 5 points en plus, c'est pas le même match. Donc j'en reviens à ça pour dire quoi? Pour arriver sur le commentaire ici de Thibaut qui nous dit Paris ne méritait pas de gagner. À mon avis, on avait la victoire. Paris avait de quoi faire. Sachant que c'était assez surprenant parce que moi, le dernier drive de Vienne, j'ai trouvé le dernier sur lequel il marque c'est Wigan qui marque sur une course extérieure.
D'ailleurs, quand tu te permets de faire remplacer Pajärinen. Pajärinen par Wigan, qui est pas moins fort, Qui était à la retraite, hein, il est sorti de sa retraite. avec d'ailleurs sur l'action, moi je l'avais noté, un énorme bloc. Il y a un gros bloc, je sais plus qui c'est qui le fait. C'est Rhys Horn qui fait un gros bloc sur l'outside zone, où là il libère l'extérieur. Et il reste 2 minutes 30 à jouer. Moi je me suis dit, il marque vachement tôt. J'ai dit, c'est bon pour nous ça. Oui. On a le temps de jouer. Mais en fin de compte, le commentateur du match s'est dit la même chose. Il s'est dit, oula, est-ce qu'ils n'ont pas marqué un peu trop tôt? Ouais. Et Paris récupère le ballon avec, à 2 minutes 20, il y a 40 à 33. Mais justement, à 1,50, il y aura cette interception avec qui tue le match parce qu'on n'a plus de temps mort, donc ils ont juste à poser le genou. Avant de parler de l'interception, quand on regarde le film, parce qu'on n'y est pas encore, quand on regarde le film du match, ok, Paris marque en premier, il y a l'interception d'Amir Kilani, Paris marque en premier sur le field goal, ensuite viennent, je crois que c'est Pajärinen, ensuite Rhys Horn qui marque. On est mené juste avant la mi-temps. On mène 10-0. Hein. On mène 10, non. Non, à la mi-temps. Non, pas à la mi-temps. Tu veux savoir ce moment? On mène 10 à 7. 10 à 7. Ah oui, à un moment, oui. Parce qu'ils avaient marqué et après on n'avait pas encore marqué. Parce que nous on avait mis le field goal et puis après un touchdown. Parce que après on met un touchdown c'est Mitchell qui met un touchdown sur une passe d'Anderson. Et tu fais bien d'en parler, Stéphane, parce que du coup, ce que je voulais dire dans le résumé du match, quand on regarde les touchdowns marqués par Paris, t'as un touchdown sur 4e et 9. Bon. On en met 2 sur 4e. Non, c'est ça. Donc, un premier touchdown sur 4e et 9, c'est pas une situation où on te dit, c'est pas, tu peux pas te reposer sur ça sur chaque semaine pour marquer des touchdowns. Tu peux pas te retrouver systématiquement 4e et 9 pour marquer des touchdowns. C'est exactement ce que j'ai tweeté pendant le match. J'ai dit on peut pas se reposer sur de marquer des touchdowns en 4e, sur la Hail Mary en fin de première mi-temps. Et comme il dit Stéphane, le deuxième c'est la course aussi d'Anderson. Et c'est au moment où tu bombardes à la course. Et c'est ça. Donc quand on regarde les points marqués par Paris, donc tu as ce touchdown sur 4e et 9. Tu as ce touchdown sur Hail Mary. Juste avant la mi-temps, qui est un freak play aussi. Tu as ce touchdown en 4e et 2. Après, jouer la 4e et 2 à ce moment-là, et à ce niveau-là du terrain, ça ne me dérange pas. Oui. Surtout qu'on connaît Jack Del Rio, on l'appelait sur Beansport, il l'appelait Black Jack Del Rio quand il était en NFL. Donc, c'est pas pour rien. Du coup, tu joues la 4e et 2, mais tu te retrouves à marquer sur un freak play aussi. Donc, tu as quasiment 21 points, parce que ça a été transformé à chaque fois. Tu as quasiment. En plus, il y a peut-être une conversion à 2 points sur un des 2 DD, mais peu importe. Tu as 18 points sur tes 33 qui sont sur des freak plays. Des plays que tu te dis, c'est pas des trucs qui va t'arriver chaque semaine. Tu vas pas marquer sur 4e et 2 de 50 yards chaque semaine. Tu vas pas marquer sur 4e et 9 à 30 yards chaque semaine. Tu vas pas marquer sur Hail Mary chaque semaine. Tu as 18 points qui sortent de jeux un peu inhabituels. Après, Paris les a convertis, tant mieux. On va pas s'en plaindre parce qu'on est très talentueux à certains postes, donc ça, c'est bien. Mais quand on regarde bien, à mon avis, et je le dis dans ma preview, on ne mérite pas de gagner ce match. Si on le gagne, c'est un hold-up. Parce qu'il y a pas, on n'a pas une vraie constance en fait, une vraie construction offensive. Comme tu dis, comme disait Jules et comme toi tu dis aussi, tu peux pas miser sur des exploits individuels. Et c'est ça qu'on ressent en fait, c'est que on mise nos réussites sont liées aux exploits individuels. L'exploit de effectivement la Hail Mary comme tu dis, jouer la 4e, la course de Anderson sur son TD qui court 45 yards si je dis pas de bêtises. Il y a un gros bloc encore de Liam Ward et on sait pourquoi il est là parce que c'est un super bloqueur. Il a pas mal joué, hein. Encore là sur ce match, il a fait des beaux blocs. Hein, Liam Ward. Et Nicolas Candard qui fait des gros blocs. Même la Rose. On avait les 3 tight ends aujourd'hui, hier qu'on fait des blocs. Les 3 ont joué, par contre, petite parenthèse, on quid des deux autres running backs, quoi. Alors, et Jean-Charles, on se demande, parce qu'il n'y en a pas un je pense qu'il n'y en a pas un qui est rentré. Hein. Non, mais ils ont peut-être que. Après, Nicolas Candard est peut-être vraiment le running back, le go-to running back qui est vraiment. Le running back numéro 1, c'est même Anderson quand tu vois les stats. Hein. Oui, mais je veux dire, ils ont une vraie confiance en Nicolas Candard qui a vraiment pris de l'ampleur cette saison. En plus, Chris Vumbo a une petite. Alors, je suis pas là pour entrer dans sa vie personnelle, mais il a une petite excursion pendant la semaine, donc peut-être qu'il n'était pas tout à fait en forme physiquement pour jouer le match. Et puis, en plus, de l'autre côté, tu as Yanis Paulin qui, malheureusement, et ça, on est vraiment triste et on a une vraie pensée pour lui, qui
qui s'est fait les ligaments croisés, donc il sera absent de toute la saison et qui ne c'est les reviendra. ligaments croisés, Spécialement, carrément. ça s'est fait. Oui, et oui, Ah, ça merde. a été annoncé par Bijak dans Ah, la je l'ai pas semaine, vu. sur Instagram, tout simplement. Ok, d'accord. Il a annoncé Ah, bah merde. que Yanis Poulin se serait fait les ligaments croisés, donc bon, il est out pour la saison. On espère le revoir en pleine forme la saison prochaine. Mais donc c'est vrai que là, le jeu, le running game passe prioritairement par Jalen Anderson et par Ouais. Nicolas Canard. 18 portées, Jalen Anderson. Hein. 18 Ouais, portées, bah là, 133 Il yards. fait, là, non on mais sent que il a il fait un vrai clairement. match au sol. Hein. Ouais, il fait un vrai Oui. match sol. Là, on sent que vraiment, ça y est, on a un QB runner. Tu sais, on savait pas si on allait pouvoir avoir ce niveau qu'on avait avec Edwards, mais on va dire que du peu qu'il avait fait en JFL, contre les défenses JFL, on disait, bon, bah, c'est des courses, oui, il peut les faire. Est-ce qu'il fera les mêmes contre les défenses ELF? Bon, bah oui, ça va, il peut le faire. Donc là, on voit vraiment que dans le playbook, ils embrassent à fond le fait que c'est un QB runner. On me rappelle que là, les QB qui courent dans la ligue, c'est pas tout le monde. Hein. Ça va être lui, ça va être DJ Rhodes aux Panthers et ça va être Russell Tabor chez les Ravens. Ça, c'est un peu les trois gros QB runners. Mais là, dans Et ce match, Javarin Smith aussi. Javarin Smith un peu oui aussi complètement chez les Lions. Mais là, dans ce match, bah, oui, il fait un match au sol. Oui, ça aide beaucoup. Mais alors, combien de fois sur première tentative il y a une course de Henderson qui ne mène à rien. Alors, et c'est un call, je pense, des coachs, mais il y a beaucoup de first down. Et après conversion ou en début de drive, quand après un kick-off, c'est une première tentative, c'est une course d'Henderson. C'est Il lui, ouais. fonce dans le tas, il y a zéro gain. Tu Ouais. viens de faire une tentative qui ne t'offre absolument rien. Et il y en a beaucoup sur ce match-là. Donc, au final, bah, tu perds. Là, je trouve que tu fais une erreur à ne rien produire sur tes first zones. Il y a rarement une first zone où il y a une passe un peu longue. Et comme je dis dans le match, ils essayent de faire beaucoup des gains de 15-20 yards. On voit que ça part loin et tout. Il y a une passe pour Kevin Momboy, il fera une réception. Un transfert à 2 points. Non, il y a un catch. Ah, il en fait un Il y a un autre. catch. Okay, Oui, c'est vrai qu'au final, ça fait 2, oui, avec la transfert de 2 points, la shovel pass. Mais il y a un catch à un moment et il y a la shovel pass. Tant mieux, parce que là, franchement, mettre les 2 points, c'est intéressant. Quoi. Donc, justement, on peut faire ça. Mais justement, ça. Mais ça manque, je trouve, d'un jeu de passe court qui se développe le problème maintenant. qui se pose, si tu veux, c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la surutilisation d'Anderson en tant que porteur porte pas préjudice à sa qualité de passe, à son analyse du jeu, à ses clés de lecture? Est-ce que le gars est totalement focus après parce que bah, tu cours, tu prends des coups, bah, tu manques de lucidité. Au-delà du fait, Stéphane, de prendre des coups, ce qui se passe aussi quand tu cours et que tu cours, c'est que tu fatigues. Ah oui, bien sûr. Même sans prendre de coups, même si tu fais une C'était un course, match qui faisait chaud. tu fais une course de 10 yards, de 5 yards, de 2 yards. En plus, tu as un amas de corps qui s'abat sur toi. Tu fatigues. Donc après, quand tu dois drop back, reprendre ton souffle, analyser, etc., c'est plus compliqué, en effet. Mais j'ai les stats du match et c'est un truc intéressant pour répondre par rapport à ce que tu dis. Donc, juste pour dire les stats, donc 43. Rushing yards, 131 pour Vienne, 165 pour Paris. Passing yards, 262 pour Vienne, 222 pour Paris. Total offense yard, on est à 393 pour les Vikings, 387 pour nous. Et temps de possession, 34-49 à 25-11. Donc, tu vois, en fait, avec quasiment 10 minutes de moins, on les colle niveau stats. Donc, tu vois, c'est pour ça que là, les détails pour moi, c'est les big plays. Tu vois, surproduction dans les big plays, ça a marché, tant mieux. Heureusement, ça permet de rester justement que au score et d'encore y croire jusque dans les 5 dernières minutes. Mais c'est justement les erreurs en fait de la construction de ton attaque dans ce match. C'est un truc, tu fais bien de le mentionner, notamment le temps de possession, parce que c'est tout con, les gars. Hein. Le foot, je sais que c'est un sport ultra compliqué, complexe, etc. Mais malgré tout, ça reste quand même un peu, voire très simple. L'équipe qui garde le ballon le plus longtemps risque plus de gagner. A priori, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. A priori, oui, ça aide de garder le ballon longtemps. On l'a vu. Il y a des très longs drives de Vienne. Justement, la défense fait quand même le taf sur certains drives. On les fait punter et tout, on les met sous pression. Il y a des fair down out et tout. Mais comme je dis, c'est un match physique. Il fait chaud. Ils avaient prévu le truc. Hein. Il y avait des tunnels, ils étaient bien hydratés et tout. Mais match spécial, quoi. Et donc, c'est pour ça que je te dis ça. C'est que dans le game plan de Paris, à mon avis, le but, c'était pas d'avoir juste des big plays pour faire avancer l'attaque.
Le but, c'était de courir. Ils ont plutôt bien couru. Alors, sur les 133 yards, quand tu enlèves 50 yards à Jalen, ça fait combien? Il y a 165 rushing yards, ouais. Mais Ah attends, voilà, si tu donc ce déduis sont- ce- attends, Jalen, il court Il y en pour... a 133 Ah oui, yards. 133, oui, d'accord, oui, j'avais pas vu sa stat, justement. Donc oui, il a 133 yards. Jalen. Et Ouais. 32 donc, si pour tu, Kandahar. si tu enlèves 50 yards, voilà. Et- Parce que je crois que sa course, c'est à peu près 50 yards. Donc, si Ouais, c'est c'est 40, 45. Oui, c'est quelque chose comme ça, c'est ouais. on va pas jouer Je vais le à retrouver 5 yards près. plus. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, le jeu de course, on l'a surutilisé parce que c'était ça le but du 46 jeu yards, de- il a fait sa course. En fait, si tu veux, Paris avait pour but de contrôler l'horloge en Ouais. arrivant dans ce match. Il n'a pas réussi à le faire. Ouais, il y avait ça aussi un peu. Justement, ça, sur le coaching staff et tout, c'est quand même Et un c'est gros test, là quoi. où c'est vraiment préjudiciable, parce que là, tu me dis, on a eu le ballon 25 minutes, ça fait vraiment Ouais, pas beaucoup. 25 à 35, ouais. Quand tu as, dans les dernières minutes, dans les 5 dernières minutes, le ballon, et que là, tu dois contrôler l'horloge avant un 4-minute drill, comme on dit, et tuer le temps un maximum, eh ben, tu n'y arrives pas parce que tu n'y es pas réussi à faire de drive tout au long du match. Donc, que Mais tu t'as n'y plus arrives de pas à temps la mort fin. en plus. Il y a plus Non, de mais temps t'as plus mort. de temps mort. à la fin. Justement, Non, j'ai mais t'as plus de noté temps mort, parce mais t'as 2 qu'en minutes fait, 30, donc tu es quand, large. quand il y a l'OPI qui est sifflé, il y a encore un temps mort. Et c'est pour ça que j'ai pas compris. En fait, on perd le temps mort sur l'OPI. Après, quand il y a un truc de review. Après, Est-ce qu'il on dit- demande on pas, dit- est-ce qu'il demande pas un temps mort un temps mort aux arbitres et qu'il le crame? Je connais pas les règles de Je sais l'ELF. pas, ouais, parce que même le ref, on l'entend très mal, donc je comprends pas trop exactement pourquoi ouais, il y a au stade, le. on n'entend pas le ref. Mais- Ça, je te dis. et même sur le match oui. sur DAZN, c'était pareil. Enfin bon. Non, moi, quand je l'ai regardé, j'entendais plus. Mais après, peut-être qu'à la fin du match, c'était différent. Mais tout ce que je veux dire, c'est que quand tu es en fin de match, tu n'arrives pas à tenir le ballon. Ouais, Tu n'arrives ça pas à fait le tenir le ballon. Tu n'as pas réussi du match. Ce Et qui- c'est ce là qui- où le vrai problème de Paris, ça a été là, c'est qu'on a voulu avoir contrôlé l'horloge. On n'a pas réussi. Alors, on a eu des coups, faut appeler un chat, on a eu des coups de bol, notamment sur le Hail Mary. Mais tu peux pas survivre comme ça. Et comme le dit, je sais plus qui dans le chat, on a eu beaucoup d'erreurs. On a eu des erreurs en attaque. On va y venir là justement. Cette ligne offensive qu'on a encensée ces dernières semaines a été très en difficulté là. Mais après, est-ce que c'est aussi logique quand tu as de l'autre côté, sur les deux côtés des edges, tu as Aaron Donkor et Lucky Ogbevon. Donc, tu te retrouves face à deux top rushers de la ligue. Et voilà, il faut appeler un chat et chat. Nos deux tackles ont été en difficulté tout le long du match. Oui. Et quand tu voyais Jalen drop back, la pression, elle venait essentiellement de l'extérieur. Les extérieurs. Mais c'est peut-être justement pour ça qu'il a surutilisé, entre guillemets, quand je dis surutilisé, qu'il a beaucoup aligné Liam Ward, Kevin Wemba, parce que je pense qu'il voulait aussi renforcer. Cheap un petit peu les edges. Bah ouais, parce que tu les fais rentrer intérieur à la rigueur. Après, ça dépend comment s'aligne ton edge. Et souvent, dans ces cas-là, il va s'aligner plutôt épaule intérieure du tight end pour le forcer. Mais je pense qu'il y a eu aussi ça qui a joué. Et c'est peut-être pour ça qu'on les a pas vus. On n'a pas du tout utilisé nos tight ends. Enfin, comme tu disais, Joe. Oui, non, mais c'est ça. Là, c'est logique. Et moi, c'est ce que je disais. Bah, vu qu'il y avait les trois tight ends qui étaient là, c'était renfort bloqueur là pour ce match, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, totalement. Bah, et jouer à deux tight ends, t'avais que deux receveurs. C'est ça. Ouais. Et petite précision, mais c'est vrai qu'en plus, donc là, dans le jeu de passe, il manquait Hugo Tekedam, qui n'a en gros pas joué. Pour avoir revu le match, le seul moment où on le voit aligné sur des snaps, c'est, je crois, sur le troisième quart-temps. Mais en fait, il va y avoir 3-4 courses d'affilée à ce moment-là. Il n'est pas là pour catcher un ballon. Donc, on imagine que physiquement, il avait peut-être fait l'entraînement avant le match et qu'il a été limité. Et puis, on ne préfère pas l'aligner. Donc, il n'y avait pas Hugo Tekedam aussi, qui est quand même avec Mitchell, notre meilleur receveur. Donc là, c'est du big play pour Mitchell. Mitchell qui fait un gros match, il fait des excellents retours. Franchement, c'est incroyable. Même Vienne aussi, mais les gars, vous faites quoi c'est la même chose qu'on dirait en D1. Pourquoi vous cliquez sur la Delta Cliquez sur lui, Pourquoi vous cliquez sur Mitchell, les gars? Vous savez très bien ce qu'il va vous faire. Donc non, en plus, c'est génial de pouvoir justement, dans un match comme ça, profiter un peu des positions de départ avantageuses. Ouais, mais là, on n'en a pas profité, justement, des positions de départ avantageuses. C'était un match, voilà, où les trois tight ends vont bloquer. On a un receveur 1 en moins.
Mitchell, il va beaucoup aussi se fatiguer à faire pas mal de gros jeux. Et les seules 2 passes courtes qui catch, c'est du screen pour du gain de 5 yards. Et justement, à un moment, je crois qu'il y a même il y a une deuxième et 3. Et on tente une passe, alors que là, je dis, envoyer Kandar, envoyer Jalen. Et tu vois, en fait, on envoyait Jalen sur les 4e et tout. En fait, c'était Jalen aux premières tentatives. Des fois, c'était même 4 courses et puis ça menait à rien. Enfin, on était perdu. À un moment, je dis, c'est bien, on a du répondant. Toi, je vois beaucoup les avis, genre on dit que moi je dirais pas Paris mérite pas la défaite ou on a manqué le rendez-vous. Je dirais que en fait on a quand même eu du répondant contre franchement la meilleure équipe du ELF du moment. Eux leur objectif c'est clair, hein, c'est final ou rien du tout. Hein. À la différence de nous avec l'arrivée de Delario et tout, les joueurs disaient on va faire un match après match, on verra le niveau. Justement tu as pu voir avec la victoire contre Fire, la grosse victoire contre le Surge, et là tu rejoues le Surge et tout et t'espères leur mettre encore à nouveau une belle leçon. Qu'on est au rendez-vous, justement, pour moi, niveau playoff, il n'y a pas de souci. On va y aller, on va faire ce qu'il y a à faire et on a de grandes chances de rencontrer à nouveau les Vikings. Justement, la question, les gars, c'est que malgré tout, parce qu'on vient de dire que Paris n'a pas fait un bon match, là, on peut être à peu près unanime à ce niveau-là. Il y a eu des errements parfois en défense. La défense s'est fait driver plus de 90 yards aussi, à un moment. Mais malgré tout, en étant, à mon avis, on n'a pas été bon. Même en n'étant pas bon, on a le ballon pour gagner à 5 minutes. On a le ballon pour tuer le match à 5 minutes de la fin. Donc, est-ce que c'est aussi pour ça que je vous demandais, est-ce que c'est pas au final quand même encourageant de se dire, on a été mauvais, mais on est à 2 doigts de les avoir. Ouais, mais on peut pas se le permettre ça à ce moment-là de la saison. Tu vois, si on était dans une autre position qu'on n'avait pas, et là, on va le dire, ce qu'on a déjà dit sur des précédentes émissions, on va traîner comme un boulet. La défaite à Francfort. Celle-là. Tu vois, encore plus que celle du Galaxy. Ouais. Voilà. Ah oui, parce que là, je veux dire, effectivement, on pourrait être encourageant. Ça pourrait être encourageant ce qui s'est passé hier. Dire effectivement, malgré les erreurs, malgré le fait qu'on n'ait pas fait le meilleur match de la saison, et je suis relatif, je rejoins ce que tu dis, Wake. On perd que d'une possession. Mais avec la défaite qu'on a déjà contre Francfort et qu'on a maintenant on se retrouve à 3 défaites, on se dit, celle-là va nous coûter cher. Ouais, parce qu'on va en avoir des regrets. C'est vrai que j'en parlais à Matt Brissington pas plus tard qu'hier, parce que je le chambrais et tout. Je lui dis après le match d'hier, on sait vraiment qui sont les 2 meilleures équipes en Europe. Et lui, il me disait, et Paris n'en fait pas partie, c'est Munich et Vienne. Donc je lui dis bon, non, Paris en fait partie. Après il me dit ouais. Je lui dis ouais, mais regarde, on a tapé le Fire 31-7 et il me dit 29-27 en réponse. J'ai un truc, et 29-27 pour faire référence à la défaite à Francfort justement. Ouais. Et cette défaite, il me dit, on va se la traîner toute la saison quoi. Bah oui. Mais j'ai l'impression qu'on a, tu vois, les Allemands et les Anglais dans la communauté ELF, que ce soit des commentateurs ou des fans, tu vois, ils ont pas la même vision que nous sur la défense de Paris. Ils voient pas que c'est vraiment une grosse défense. Il y a toujours ce côté, tu vois, les gros matchs que font les Ravens avec du high scoring et tout, eux, ils vont préférer un peu cette analyse-là de faut aller faire chercher du high scoring plutôt, tu vois, que du stop défensif. Enfin, il y a peut-être une analyse un peu différente, une mentalité différente. Et c'est pour ça que dans les power rankings, quasiment là, des 6-7 premières semaines, il y en a qui mettaient Paris 7, 8, 9, enfin des positions, tu dis, what the fuck, vous avez vu la défense qu'il y a? C'est top power ranking, si t'as pas Paris surtout que 3, c'est pas normal. Surtout que tu sais très bien, Jules, parce qu'on en discute parfois, moi, l'équipe de Munich, je l'adore. L'équipe de Munich, je l'adore, d'autant plus que pour moi, Russell Tabor, j'adore, même si c'est un fou et qui va te donner l'opportunité de Là, j'ai pensé un peu de ça de Anderson sur ce match. Je me suis dit, alors, de toute façon, après, c'est peut-être les coachs, comme je disais, voilà, s'ils embrassent un peu son côté QB runner, c'est parti, on envoie la machine. Il y a des matchs, on se disait ça d'Edouard l'année dernière. Et là, j'ai trouvé sur ce match-là, est-ce qu'on commence pas un peu à. S'ils blessent, on fait quoi? Non, mais tu vois, la défense de Munich, elle est permissible. Permissive. Complètement. Il y a des bons défenseurs, on parle souvent de Wal Nasri et tout. Ils ont de bons défenseurs, mais ils prennent beaucoup de points. Des trous. C'est comme Madrid. Ils prennent beaucoup de points. Regarde, Madrid leur en met 40. Mais par contre, offensivement, je trouve qu'on match-up bien contre leur attaque. Alors, certes, il y a le meilleur receveur européen, en Europe plutôt, Malik Stanley, mais je pense que Malik Stanley, on peut le contenir dans une certaine mesure pour limiter l'attaque de Munich. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on est meilleur que Munich. Mais c'est vrai, il a raison. Munich fera partie des équipes à surveiller cette année. Alors, j'ai une question de Grislam dans le chat.
et il va falloir qu'on ouvre ce débat, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Mm. Il nous dit, et puis bon, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'Henderson, c'est la solution en quarterback? On peut commencer à se poser la question, point d'interrogation. La O-line était pas top, mais bon, 3 petits points. Est-ce que vous pensez qu'on a un problème? Bon, encore une fois, je pose la question, avec le mais... QB Avec Ouais, le alors, QB moi, je suis pas d'accord, hein, mais je pose la Ah, moi question non plus, je parce suis que aussi c'est d'accord. pas le Mais QB est-ce qu'on le a un problème, c'est quel est le système qui est appelé, quel est le Hmm. système qui est pratiqué. Si le jeu appelé, tu lui demandes de courir, il va le faire. Hmm. Tu peux pas. Et moi, alors, honnêtement, sur son match à Anderson, s'il n'y a pas cette interception, Hmm. moi, je le mets MVP. Je te le dis honnêtement, s'il Ah n'y a ouais, pas l'interception, il est MVP. complètement. Parce que le gars, faut quand même se rendre compte de ce qu'il fait. Si le système est dessiné autour de ses qualités, mais moi, ça me dérange pas. Qu'on gagne le match alors qu'il court 200 yards, je m'en fous. Tant mieux. Mais le problème, c'est que c'est pas lui le responsable. Mais C'est tu pas lui vois, qui appelle les jeux. ce que C'est ce les, que ce que font les, les dé- Panthers, tu vois, en fait. ce que les détraqueurs vont dire sur Henderson, excuse-moi, après je te laisse parler, Vas-y. Jules, mais ce que les détraqueurs ils vont dire, c'est quoi? C'est que contre le Rhein-Fire, dernière possession du match pour aller gagner, interception. Ici, Oui. dernière possession du match contre Vienne, qui sont Rhein-Fire et Vienne, on pensait déjà à Rhein-Fire à l'époque, en tout cas, on pensait que c'était une des top équipes de la ligue. Et ben, sur le drive pour aller gagner, le drive où tu dois être clutch, le drive où tu dois être patron, et ben il commet à chaque fois l'erreur qui donne la victoire à l'équipe adverse. Surtout qu'il a Anthony qui est tout seul dans l'interzone. Ben oui, sur un tracé in. Parce qu'en Oh fait, là ce qui se passe. là. Alors, pour expliquer, toi qui as fait, toi, t'as fait du foot à plus haut niveau que moi, Steph. Moi, j'ai pas fait de Ouais. foot, hein, mais j'ai fait du flag. Mais moi, je suis le foot depuis assez longtemps. Quand on se retrouve dans des 2-minute drills comme ça, Ah, les c'est du défenses, short passing game. et puis les défenses, elles vont quoi? Elles veulent surtout pas que tu aies des big plays, donc elles vont jouer Oui. de la cover 2, Et et c'est- elles veulent surtout pas que tu sortes du terrain. Donc elles vont jouer de la cover 2 Hmm. en te laissant tout l'intérieur du terrain. Hmm. Et, Mais prends-le. et les QB le savent. Donc, tu as Anthony qui part sur un tracé in. C'est un peu un concept dagger, j'ai l'impression. Tu as le slot qui va partir, je crois, dans le deep, sur une sim. Et tu vas avoir Anthony qui va venir en in derrière. À une in à 15-20 yards. Et elle est wide open. C'est là que tu dois Oui, jouer. parce que Mitchell, il a une double couverture sur lui. Ils sont à 2 sur lui. Ouais, Donc non, mais c'est ça. tu dois jouer dans cette interzone qui est Bien sûr. souvent laissée ouverte quand tu joues Parce la que cover 2 et derrière, quand tu as tu joues la prevent l'espace. defense. Le moment où il va catcher, le premier défenseur, il est loin, 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 loin. Donc, il aurait gagné du terrain. Et même, allez, il restait 1 minute 50. Tu étais déjà à la moitié du terrain. Ouais. Donc, c'est pas comme si tu étais dans tes 20 yards. Hein. On est sur les 45 yards, il reste 1 minute 50. Et ouais. Il y a plus de temps mort, hein, donc à ce moment-là. Donc justement, comme je dis, en fait, dans le match, on fait des grosses passes et souvent du 15-20 yards, on cherche du gros gain. On cherche pas juste à faire short Bah, gain, on 5-6 yards. n'utilise pas Convert Anthony après, sur quoi. du short passing game. On Non, n'utilise Anthony, ouais, pas il fait 3-4. Rémi. Mangou, il fait 3 catchs 42 yards. Rémi, 3 catchs 17 yards. Rémi, il y a quelques drops, il glisse Ouais, aussi. il Après, glisse, ouais. justement, faut step up pour Rémi. Je pense qu'il faut step up dans ce match où tu remplaces Hugo, où le game plan, justement, il y a peut-être eu un changement de dernière minute du fait que Hugo n'a pas joué. Mais en soi, il a répondu présent. Il y a eu de l'intensité. On sait que c'est un Mais là, il nous manque de types de receveurs qu'on a dans notre effectif, il manque des comme targets. Chekousso. Il manque là. Ouais. Un Chekousso, moi, sur ce type de match, avec sa vitesse, tu lui donnes sur du short passing game, il va gagner du terrain, du yard after Même catch. la Rose l'année dernière nous aidait Oui. beaucoup justement au two-minute warning. Les trucs en sideline, c'était un peu son truc. Kevin Mombo, s'il a fait une réception, pourquoi pas, on va pas lui refaire une autre. Justement, en fait, le jeu, il y a l'interception. Mais je dis, mais c'est totalement un truc qui est fait pour Kevin Mombo à ce moment-là. Il reste 1,50. Tu es sur les 45. T'as de quoi drive. Mais bien sûr, là, tu joues plus le field goal, hein, tu joues le touchdown pour égaliser. Faut y aller. Mais en fait, tu fais que ce que tu as fait du match, des passes où tu cherches du 15-20 yards, du big play, tu t'attends à de façon à ce que la défense en face, elle t'ait shutdown et que tu vas peut-être encore tenter un truc de miraculeux sur une 3e ou une 4e. T'essayes de forcer un peu la défense peut-être à l'erreur, mais c'est une défense qui fait pas beaucoup d'erreurs en fin de match. Les réceptions qu'on a vues contre le Rhein-Fire, ils sont pas prêts de les refaire. Hein.
Donc Alors, en fait, messieurs, il du coup, faut voilà. driver vraiment court à ce moment-là, parce que en face, n'importe qui peut catcher. Il y a des super DB, il y a Benjamin Strait, il y a les Américains, ça du top niveau aussi, donc il n'y a pas de souci, ils sont là pour couvrir. Hein. Du coup, messieurs, est-ce que pour vous, alors encore une fois, je donne mon avis. À mon Oui, avis, oui, oui. on a, et en plus, je lui ai envoyé un message personnellement à Jalen, je lui ai dit, hey, you are the man, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est l'homme de la situation à Paris. On peut gagner avec lui. Mais est-ce que pour vous, puisque la question se pose dans le chat, est-ce que est-ce qu'on peut faire confiance à Jalen Anderson? Parce que Grizzlam nous le dit, après, alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans leur contexte. Grizzlam est un frustré de la vie. Hein. Je rappelle, Il supporte quelle équipe, en fait, en les NFL? Bills. Ah, Les ok, Bills. d'accord. Bills de Buffalo. Donc, gagner, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais gagné de sa vie. Non, mais on le taquine, on l'aime bien, Grizzlam, mais c'est un fait. Non, mais après, Bills le sont premier une match, équipe de en plus, perdre. c'est week 1, tu sais pas ce que ton QB vaut en ELF, ton Non, système. mais oui, non, mais Il y a voilà. tout, Mais... il y a un peu une off-season à décompresser, les joueurs se lancent faire dans la saison. Ok. Il y a quand même ce shutdown 6-0 contre le Surge. Là, le match contre le Surge, là, me pas mal. Hein. Le Surge est quand même dans une bonne dynamique. Pareil, chez Non, eux, mais tout il parle pas de ça. leur... Ce qui parle, c'est vraiment Oui. le quarterback. Eh ben pour moi, il n'y a pas de souci. Anderson est l'homme de situation contre le Surge. Je pense qu'il va faire. Tu vois, il n'y aura pas 6-0. S'il y a 6-0, je suis étonné. Pour moi, il y aura du scoring. Il y a eu les mêmes questions sur Zach Edwards. Bien sûr. Il y a eu les mêmes questions sur Zach. Et pourtant, à la fin, Zach, il nous fait une saison l'année dernière du feu de Dieu. Mais c'est des joueurs à risque. Donc, il faut accepter que tu as un QB qui a ces capacités-là, qui peut te sortir de situations qui vont être compliquées, mais il y a toujours un mais. Le penchant négatif, c'est qu'on peut avoir ce genre de problème. Alors oui, ça se passe jamais quand il faut, mais je me répète ce que j'ai dit tout à l'heure, attention au système qui est demandé. Quels sont les appels de jeu qui sont faits? Ça s'est ressenti sur ce match-là, je trouve. Il y a beaucoup de plays similaires. Hein. Il y a un moment, les jeux, pour mon goût, franchement, c'est assez identique. Je dis, Mitchell, c'est les big plays sur 3e, 4e tentative. C'est juste de screen pass. Ouais, donc toi, t'as pas Shea Fuso, t'as pas, comme je dis, la Rose ou Mamba qui peuvent t'aider un peu. Surtout que la Rose, maintenant que t'as récupéré Liam Ward, oui. la Rose, tu le replaces en receveur. Enfin, je pense, je sais pas ce que moi. Tu fais lui faire un peu ce qu'il sait faire, les motions, les trucs, enfin. Qui t'aide à driver. Pour moi, vraiment, c'est vraiment là, quand je compare vraiment tout ce qui se fait là dans les équipes qui sont playoff contenders et qui rentrent en playoff, c'est qu'on a un manque justement de distribuer le ballon à beaucoup de cibles. Il y a beaucoup de mecs qui tu vois, on va être bientôt en week 12, la bye week générale. Ça va permettre de peut-être remettre certaines choses en ordre. On a cette différence de pas beaucoup de mecs réceptionnent le ballon en match. On gagnera le match d'une certaine manière, c'est pas grave. Justement, le semaine prochaine contre le Surge, il y a beaucoup de mecs. NSI, ils bombardent sur beaucoup de mecs et ils ont un gros jeu au sol. Mais pourquoi NSI bombarde sur beaucoup de mecs? Parce que NSI est incapable de courir. En fait, il est là. Il est là le truc, c'est que quand tu as un quarterback, c'est ça, quand tu as un quarterback, double menace. Le problème, c'est qu'il faut forcément balancer moins le ballon, c'est sûr. Il faut trouver cet équilibre entre le jeu de passe et le jeu de course. Mais du coup, Grizzlam, notre supporter des Bills préféré, nous dit si on signe Jadrian Clark, Reed Sinnett, l'an prochain, je prends. Et là, je dis non. Non, parce que surtout quand ils seront pas dispo, mais au-delà de ça, même s'ils étaient dispo, je préfère avoir Jalen Anderson. Surtout que tu as vu le match que Jadrian Clark a fait contre le Rhein Fire hier, comparé au match que Jalen Anderson a fait contre le Rhein Fire. Tu regardes, les mecs, ils ont pas fait le même sport contre la même défense. Reed Sinnett, je veux bien, Reed Sinnett, il a joué contre aucune défense. Oui, mais c'est ça, il faut voir ce que tu as en face. Oui, moi, je suis oui. Regarde Aaron Cruikshank et Aaron Flores Calderon, ce qu'ils font. Cruikshank, il a 1 milliard dans 6 matchs. Ah ouais, Cruikshank, il a déjà fini sa saison en week 9. Hein. C'est niveau stats, c'est les stats de Anderson, de Mitchell. C'est ça, donc en gros, c'est un sketch. Aaron Cruikshank, là, il peut arrêter sa saison. C'est le MVP. Pour moi, c'est le MVP. Il y en a beaucoup qui ont les QB. Il y en a, ils mettent Sinnett. Ils peuvent mettre aussi Jadrian Clark parce qu'il fait une bonne saison. Je voyais certains qui commençaient à mettre aussi Anderson. Pour moi, de toute façon, ils vont mettre Sinnett ou Cruikshank. Ça va être un des deux, le MVP. C'est joué d'avance. Mais non, il peut arrêter sa saison maintenant. Il a réussi, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est incroyable. Mais Anderson, oui, mais Anderson est l'homme, pour moi, il n'y a pas des centaines de QB à aller recruter en ELF. On a justement de la chance d'avoir pu aller chercher un des top QB dispo. C'est sa première saison en ELF.
franchement, on sent qu'il est en train d'atteindre quand même ça se débloque. Franchement, les passes qu'il fait, la Hail Mary, la course sur la 4e tentative, le gars, il va au charbon quand on va au charbon. Comme dit Stéphane, il y a le système aussi après. Donc là, on va voir justement où tu joues le Surge. Mais Après, tu as les matchs un peu Mercenaries Cologne, tu joues rien. Tu rejoues Vikings à la fin de saison, mais est-ce que les Vikings vont pas mettre les backups parce qu'ils feront une double bye ils l'ont déjà fait. Et comme l'année dernière. faut se rappeler qu'ils l'ont déjà fait. Et il n'y aura plus rien d'intéressant, à part dire, tu envoies tes mecs prendre des reps contre la défense 2 des Vikings. Donc c'est juste pour après, justement, développer avant les playoffs encore un peu son attaque. Mais tu pourras pas juger un peu de que valent ces mecs-là contre des grosses défenses d'ici la fin de saison, quoi. C'est pour ça que la bye week est super intéressante à ce moment-là, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle va permettre de faire pas mal de réglages aussi. Mais concrètement, Jalen Henderson est l'homme de la situation. Oui. On lui fait confiance. On Complètement. sait qu'il peut amener cette équipe loin. C'est juste que il va falloir. On sait qu'il a le potentiel. Maintenant, il va falloir le monter dans les fins de match serrés où on a besoin de lui. Et de toute façon, ça s'est ressenti hier après le match. Moi, j'étais pas au stade. Toi, Jut, y étais. Jalen Henderson, qui d'habitude reste discuter, donne volonté des interviews. Là, cette défaite l'a vraiment affecté. Et il est tout de suite rentré au vestiaire. Et à mon avis, ça va lui, j'espère en tout cas, ça va lui servir de motivation pour la suite de la saison, et notamment la semaine prochaine. Après, clairement, pour avoir été au bord du terrain sur la fin, j'ai ressenti comme l'équipe, c'était une journée spéciale, toi, c'était cette journée 13 juillet, il y avait tout ce travail de collaboration avec les Saints. Je trouve que là, franchement, les 3-4 derniers jours, c'est assez incroyable ce qui s'est passé pour le football américain en France. Les joueurs ont été super sympas. Je vois Mitchell, il a passé un temps fou, et Anthony Mangou à la fin du terrain, beaucoup de joueurs à signer des autographes, à être là avec les jeunes qui ont fait du flag pour le match. Anderson, il est rentré assez vite au vestiaire, mais je l'ai vu à la fin vite fait quand il mangeait un bout. Il était dépité, c'est sûr, il a lancé l'interception, mais globalement, il peut pas dire j'ai fait un mauvais match, comme dit Stéphane, tu lui retires l'interception, et limite, il va chercher l'égalisation. Enfin, on ne lui donne pas le ciel, mais il a déjà fait un travail assez dingue. Et pareil, Mitchell, tu vois, tout ce qu'il a. Là, on peut peut-être arriver au MVP. On va être d'accord, hein, je pense, mais le MVP, c'est Mitchell, parce que là, il fait le match de sa saison. Quand il y a la Hail Mary à la dernière seconde de fin de première mi-temps, en fait, c'est quasiment intercepté. Et en fait, les mecs auraient mieux fait de la bâcher la balle, parce qu'au final, ça retombe dans les mains de Mitchell. Je crois, qui fait ça, c'est pas Denis qui est le. J'ai pas le nom du gars qui c'est Amani Denis, une énorme boulette. Le cornerback. Ouais, le nouveau américain qu'ils ont à la place de Xavier, je crois. Mais ouais, il faut une énorme boulette, tu vois, à ce moment-là. Complètement. Alors, mais c'est pas dérangeant par le fait que. Et pareil, moi je sais que. Juste un détail. Tu vois, parce qu'on parle d'interception, on n'a pas parlé d'interception de Amir Kelani sur le deuxième drive de Vienne. Enfin, super. Au début du match, on se dit putain, la vache, il y a une interception, c'est génial. On est dans le rythme dès le début. Et tu sais quoi, l'anecdote sur cette interception, c'est que je crois sur le premier ou le deuxième jeu du match, je sais pas si c'est Amir qui rate l'interception, mais sur la première passe de Ben Holmes, c'est à peu près la même chose. Il regarde sur un côté et il revient jouer sur le curl en plein milieu du terrain. Et il manque de se faire intercepter sur sa première passe. Et tu vois le défenseur qui se dit, il saute dans tous les sens pour dire, j'ai raté le pic. Et un drive plus tard, il la rate pas une deuxième fois, tu vois. Il intercepte tout de suite le jeu, il le lit, parce qu'il sait qu'il va feinter, entre guillemets, de lancer sur un côté pour revenir lancer sur Bird Barmer en plein centre. Et là, Amir Kelani, il a bien vu le jeu, il ne s'est pas fait avoir une deuxième fois. Et Bird Barmer, à un moment, il fait un super catch sur une troisième et longue. C'est le moment, je crois, où il y a un sac qui est compté à l'équipe. En plus, je crois qu'il le donne à King, mais je crois que c'est peut-être Misius qui le fait. Parce que Verdi Misius fait un super match. En bref, il y a un sac sur une deuxième tentative. Et derrière, c'est une troisième et longue qui vise Bird Bomber. Tu veux juste aller chercher la première tentative pour reprendre ton drive, et ils sont super forts là-dedans, quoi. C'est sûr. Alors, on a parlé du match, de l'interception, la déception. Grislam nous dit quand même que il nous concède. C'est un rookie, pas toujours aidé par le coaching, pas méga inspiré. Alors, le coaching pas méga inspiré, je sais pas. Mais voilà. Mais je sais pas, pour moi, je le vois pas. Après, pourquoi pas, hein. Et croyez-moi, en tant que fan des Bills, j'en ai vu des QB pourris, pourris, même si c'en est pas un. Hein, ce n'est pas le cas pour. Tu vois, je vais faire un rapprochement. Et toi, ouais, et même Jus qui suivait la NFL, vous allez savoir de qui je vais parler.
les Niners avaient ce système-là quand ils avaient Colin Kaepernick, et c'était à fond et c'était assumé. Donc le truc c'est ça, et c'était pas Kaepernick qui décidait des jeux, c'était comme merde, je vous fais son nom. C'était le frangin, le head coach. Enfin, bref. Oh ouais, Je pourrais pas dire parce que moi j'ai suivi à partir de 2019, Kaepernick n'était pas là. Donc. Et Kaepernick c'était comment dire, assumé. Arbo. Ouais, voilà, Jim Harbaugh. Voilà. Et j'étais Jim Harbaugh. Et c'était pas dérangeant. Donc là, je pense que, est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer maintenant? Bah, je vous dis, c'est pas la faute du QB si les jeux qui sont appelés le système, on le fait en fonction des joueurs. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, sur le dernier jeu du match, l'interception, elle est pour lui. Elle est pour lui, celle-là. Tu ouvres, en fait, Austin Mitchell, c'est un decoy qui t'ouvre un tracé intérieur à derrière. Après, bon, c'est fait. Non, l'inter, elle est pour lui. L'inter, elle est pour lui totalement. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. L'erreur, elle est de lui, et je pense qu'il le sait lui-même. C'est comme tu dis, s'il sort comme ça du terrain, c'est qu'il l'a mauvaise et qu'il sait que c'est de sa faute. Il le sait déjà. Ouais, tout à fait. Il s'en veut à mort, et j'ai quand même envoyé un petit message pour lui dire, hey, you're the man. Donc, pas d'inquiétude, il va rebondir. Et j'en doute pas. Tiens, Jules, pour passer un petit peu à autre chose, toi qui étais au stade et qui a vu l'ambiance, déjà, est-ce qu'il y avait du monde? Ça se voit quand même à la télé qu'il y avait du monde. Et l'ambiance avec des Mario Davis. Ouais, bah justement, ouais, pour revenir un peu sur cette journée qu'on disait pas mal depuis un bon moment, c'est vrai que franchement, je m'en étais, franchement, les 3-4 derniers jours, ce qui a été fait pour le football américain en France, c'est une véritable étape qui va amener à un match NFL incessamment sous peu, et on l'espère, avec les Saints, qui joueront une équipe adverse en France. Et l'ambiance au tailgate, c'était franchement encore une fois totale réussite, beaucoup de monde. J'avais été au match en week-end contre le Rhein Fire, et jusqu'à présent c'était le match où il y avait le plus de monde. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de monde quand j'étais au match, et pour avoir vu le match là avec les caméras, ça se voyait qu'il y avait un peu plus de monde, mais au final pas tant que ça, c'était plus que les gens étaient étalés. Ça rend pas bien, j'ai l'impression, mais bon, il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance, il y avait du bruit, il y avait même des fans des Vikings qui ont fait le voyage. Il y avait du monde, la journée était belle, il y avait quand même Mario Davis, il y avait Madame Benson, la propriétaire des Saints. Franchement, c'était une journée festive. Il y avait aussi les gens de l'armée qui étaient là pour la veille du 14 juillet. Franchement, belle journée, belle réussite. Venez, quoi, franchement, c'est un bon moment à passer. Vous venez pour le tailgate, vous venez pour le match, vous restez un peu. C'était génial. Voilà, franchement, je pense que là, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un billet pour un match NFL en Europe, venez là, c'est quand même une expérience football américain très sympa. Après, bon, pour le coup, les 2 prochains matchs, il va falloir vraiment venir juste pour l'ambiance. Parce que contre Cologne et contre les Mercenaries, c'est pas le match de foot qui va nous intéresser. Non, je vous le dis. Alors, Nico Calip nous demande dans le chat, est-ce qu'on a des infos sur les chiffres? Chiffres, Nico, on n'a pas pour l'instant d'infos. Il faudra attendre quelques jours. Mais, sur Twitter, vous avez ELF Ticket Stats qui parle un peu des affluences en ELF. Donc, il y a un peu des chiffres qui sortent, justement. Et pour l'instant, ça a vraiment du mal à tourner autour des 3000. Et sur les prochains matchs, j'imagine pas que ça va atteindre ce chiffre-là. Mais là, si on avait été à 3000 lors du premier match, ce qui nous avait été annoncé en tout cas, je pense qu'on est sensiblement sur les mêmes sur les mêmes résultats ici pour ce match-là. Grisdam qui nous dit hélas Bondouf ça restera rédhibitoire. Mais alors Bondouf, de toute façon, de ce que j'ai bien compris, Bondouf c'est une solution provisoire. Le but ce sera quand même de retourner à mon avis à Bauer. Alors, quand est-ce que ça se fera? Est-ce que ce sera dès la saison prochaine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le but, c'est pas de rester à Bondouf, même si ça m'arrange. De toute façon, à travers la Ligue, franchement, chez beaucoup de franchises, le critère des stades devient un enjeu très... Il y a un énorme drama là, avec le match Sea Devils Fire là, de la week qui arrive. Il est déplacé le match, c'est ça, je crois que c'est il est déplacé, il devait jouer à l'énorme stade là. Pas les noms, les machins. C'était là où vous avez déjà joué, qu'un coup il y avait eu 30 000 personnes, et là au final ils reviennent au stade d'habitude, enfin même pas, je sais pas, 5 000, 10 000, enfin bref. Les Allemands aussi ont un peu leur discussion autour des stades. Nous on peut quand même être déjà content que ça s'est fait, cette histoire de Bondouf, d'avoir un endroit où jouer. Je veux bien que c'est rédhibitoire, machin et tout. Bah au final, franchement, moi quand je regarde le match sur le Game Pass, je suis content de voir qu'il y a une bonne ambiance. L'arrêt de compagnie, franchement, c'est un meilleur fanbase de la ligue. Il y a très peu de mecs qui atteignent leur niveau.
Donc on peut être content de ce qui est fait cette saison à Bondoufle et on verra l'année prochaine. En fait, voilà, vu tout le marasme de l'intersaison et tout le bordel voilà, tout ce qui s'est passé cette intersaison, réussir à avoir de telles affluences à Bondoufle et une telle ambiance à Bondoufle, Ça va pas c'est empêcher vraiment, les Saints de venir, tu vois. c'est Faut ça, pas dire, les gars, on vient pas. c'est une vraie belle réussite. À Jambouin, on a jamais fait 5000, à Jambouin, on a atteint les 4000, mais à Jambouin, il y avait énormément de personnes invitées. Donc, au final, les chiffres qui sont à Bondoufle correspondent aux tickets qui étaient achetés à Jambouin, et je trouve même qu'il y en a plus. Donc, au final, Bondoufle est une vraie réussite, sachant que Bondoufle est beaucoup, et croyez-moi, j'ai des infos, beaucoup moins cher que Bauer et Jambouin. Oui, Donc, oui, ça m'étonne pas. donc non, c'est une réussite à Bondoufle. On va être content de ce qui a été proposé. Messieurs, je vous propose, puisqu'on a parlé de Paris, de parler rapidement de ce qui s'est passé en ELF et parler un petit peu de cette course au playoff, puisque Paris a 5 victoires, 3 défaites. Les résultats marquants de la semaine, on a la défaite du Rheinfire, nouvelle défaite, Rheinfire qui sont en 4 victoires, 4 défaites depuis le début de saison, face au Nordic Storm d'1 point. Nordic Storm qui est passé devant dans le dernier quart-temps, puisqu'ils ont été menés tout le match, et notamment grâce à des interceptions, ou à cause des interceptions lancées par J.J. Clark, qui lance un pick six à son ancien coéquipier Hugo Clagues, qui je rappelle est un lineman défensif. Donc, ils n'ont pas été super bons. Est-ce que le Storm on n'a pas vu le Storm plus beau qu'il n'était? Ils ont pas eu d'adversité, le Storm, depuis le début de la saison. Pas de vrai, en fait. Non, c'était quasiment le premier, en fait. La semaine dernière, contre les Sea Devils, ils commencent à jouer une défense qui est un peu plus haut niveau que les autres. Et pareil, ils mettent pas beaucoup de points. Je sais plus, il y avait une vingtaine de points. 25-24. C'était vraiment le gros match. Ouais. Donc on a eu le Rheinfire qui a perdu la semaine dernière, en plus contre les Raiders. Mais ouais, je regarde le match demain, je l'ai pas encore vu. Mais pour avoir juste vu les avis du Rheinfire, ils disent ouais les gars, on a totalement foutu notre victoire en l'air. Et ils commencent eux à pas être contents contre Chad Jeffries. Eux, à mon avis, vont demander un autre QB l'année prochaine. Ah, mais ça, et pour avoir discuté avec des gens du Rheinfire depuis le match contre Paris quand j'étais là-bas, ils sont pas très contents de notre ami Chad, mais ça, je l'avais un peu précisé que c'était un Zach Edwards du pauvre, et j'ai pas menti, comme je mens très peu souvent. Tiens, je prends le temps de dire au revoir à Nico. On dit au revoir à Thibaut. Il y a Nico aussi qui se barre. Grislam qui nous demande si on va voir notre GM allemand, un de ces quatre. Ah ben, Grislam, je peux te répondre, parce que moi, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Dès que je suis allé à Bondoufle, j'ai vu notre GM allemand, qui s'appelle donc Sebastian Stolz, et qui est quelqu'un de très sympathique, qui est quelqu'un de reconnu dans le milieu pour très bien faire son boulot, parce qu'il le faisait très bien à Munich l'an dernier. J'ai plus vraiment sa tête il est tout petit, hein. mais il me semble l'avoir vu hier au match. Ouais, oui, non, mais il est présent. Alors ça, c'est sûr. Mais après, pareil, on avait dit dans notre émission, la casquette de GM en ELF veut pas dire la même chose qu'en NFL. C'est plus des gens qui vont aider justement les franchises à s'organiser. Et encore plus dans cette période un peu critique pour le LF, ils ont une double casquette. Et il y a plein d'autres gens dans les franchises qui s'occupent du recrutement des joueurs, en fait. C'est ça. Donc, mais lui, il s'occupe plus du côté opérationnel, le game day experience, vraiment tout ce qui tourne autour. Il s'occupe aussi pas mal du VIP dans le stade, etc. Donc lui, vraiment, il est vraiment dans l'organisationnel. Voilà. Il n'est pas dans le sportif. C'est pas son domaine d'expertise. Dans le sportif, c'est John Booker. Dans l'organisationnel, c'est notre ami Sebastian Stolz, qui est encore une fois quelqu'un de reconnu, qui a bossé dans le handball allemand pendant plusieurs années, et qui a bossé aussi donc l'année dernière chez les Ravens de Munich, et qui a laissé une très bonne image d'ailleurs là-bas. Donc c'est pour ça qu'il est aussi venu à Paris. Donc voilà. Est-ce qu'on a une question sur Zach Edwards? Mais en vrai, alors qu'il revienne en ELF, pour moi, ouais. Bon, est-ce que vous pensez que Zach Edwards va revenir en ELF? Il est rentré parce qu'il s'occupe de sa mère. Hein. C'est ça, il a des problèmes perso. Des problèmes de santé avec sa mère, des problèmes de santé. Et je suis pas sûr qu'il a envie de revenir en Europe si ces problèmes-là sont pas réglés. Quoi. Non, je pense que je le vois pas. Je le vois pas. Après, s'il le fait, j'en serai le premier avis. Mais je le vois pas faire ça. Si, moi, ça va de notre portée, quoi. J'avais demandé personnellement en DM. Qu'est-ce qu'il compte faire de sa carrière? Pour l'instant, le football, c'est pas une priorité. Hein, donc, clairement. Après, il coach un petit peu là-bas. Il coach un petit peu aux États-Unis. Oui, il coach un peu, ouais. Mais clairement, alors, je vais être très simple, très clair. S'il revient pas l'année prochaine, il reviendra pas. Oui, ce sera terminé. Parce qu'une saison off pour s'occuper de sa maman, pourquoi pas. Et de toute façon,
enfin, à sa place, on aurait tous fait pareil. Mais 2 saisons off, c'est difficile de revenir après. Surtout à son Même- âge. Il est Non, puis il y a pas mal. pas... C'est enfin, pas comme s'il avait 22 ans, quoi. peu importe quel Américain prend en ligue, une fois qu'ils ont fait leur saison en Europe, quand ils rentrent, franchement, ils aiment bien rester chez eux. Enfin, ils ont ils pas font leur temps en revenir. Europe. Enfin, c'est loin, il faut s'organiser. Enfin, on n'en veut pas. De toute façon, ça reste des imports. Il y en a 4 par équipe, peu importe la raison. Souvent, ils viennent, ils font leur carrière un peu, et s'ils repartent, c'est difficile d'aller les rechercher. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur Non, cette on était semaine pas mal, je Bon, pense, c'était une belle heure, ELF. bien Ouais, condensée. elle est bien passée vite. Ouais. Bah ouais, mieux qu'avec Flav, hein, je te le dis, moi. Ah, il n'y a pas eu le segment blague, on pense à toi. Ouais, Fab. c'est ça, on n'a pas eu de blague en fait. Tu pourras Je mettre suis- 2-3 autres blagues là, au prochain. Ouais, Ouais, je c'est suis ça. déçu. Ouais. On a, tu vois, vous voyez, on est beaucoup plus sérieux quand Monsieur Ouais. Flavien Jumeau n'est pas là. C'est fluide, t'as vu, on est bon. Et en plus, on a les 2 meilleurs matchs de la fin de saison régulière sans Flav. Donc là, on a eu Vikings de Vienne. Et la semaine prochaine, donc, rendez-vous à Bondoufle pour ceux qui peuvent aller à Bondoufle pour le match. Non, pas à Bondoufle, n'importe Non, quoi. la c'est semaine à prochaine, Stuttgart. on joue au Selchurch, gros On joue, déplacement. on joue donc à Stuttgart la semaine prochaine. Donc ceux qui peuvent regarder le match Interdiction de perdre. sur DAZN, le match sera à 16h25 heure française, 10h25 heure canadienne et heure guadeloupéenne. On espère qu'il y aura Je me dis la ça Red parce que, Company pour bien les aider. La Red Company va faire le déplacement, ils se sont déjà organisés pour. Et donc, on fera cette émission donc, la semaine prochaine, lundi prochain, 21h30, sans Flav encore une fois, puisqu'il est en déplacement, voilà, dans le Loiret. Du coup, il sera pas là. Donc, on va parler des deux meilleurs derniers matchs de la fin de la saison régulière sans Flav. Après, Flav il va revenir pour parler des Mercenaries et des Centurions. Donc, ça va être top. C'est pas trop compliqué, hein? Ça va aller? C'est clair. Voilà. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Merci. Ouais, merci à toi. Merci à tout le monde, Merci merci à au toi, chat, merci Steph. à vous deux. Merci à ceux qui étaient présents dans le chat. On vous donne rendez-vous alors sur The Playoff déjà en podcast dès demain matin si Flavien fait son boulot. Et cette semaine il y a aussi le podcast ELF qui sort jeudi matin, puisqu'il est enregistré mercredi mais il sort jeudi matin. Et nous, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 21h30, peut-être avec un invité, peut-être pas, parce qu'il faut aussi dire qu'on n'a pas d'invité, parce que les joueurs sont en meeting, souvent le lundi à 21h30, qui rend compliqué parfois d'avoir certains invités. On a eu un joueur, là, on faisait 2 heures. Alors qu'en plus, il faut faire 1 heure. Voilà, en plus, voilà, mais c'est compliqué, les joueurs sont pas mal en meeting, on va essayer d'avoir quelqu'un pour la semaine prochaine, mais on vous garantit rien. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Salut.